Bonjour. Bonjour et bienvenue à la Villa Gilet, à Lyon, cet après-midi dans le cadre du festival Littérature Live. Je suis Lucie Campos, la directrice de la Villa Gilet, et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, pour ce deuxième grand entretien de l'après-midi, Antonio Scurati, l'écrivain italien, auteur de M, l'enfant du siècle aux éditions Les Arènes, qui nous rejoint en duplex depuis 1000 ans. Bienvenue Antonio Scurati. Bonjour, bonjour à tous et bon après-midi. Malheureusement, je ne vous parle pas depuis Milan, mais je suis dans un poste un peu imprévu. Il y a eu un imprévu et donc malheureusement, je n'ai pas pu rentrer à temps à Milan et j'ai dû improviser. J'ai dû demander à un autoroute sur l'autoroute dans un restaurant de m'accueillir. J'espère que tout va bien se passer, mais voilà, je ne peux rien faire de mieux. Alors, bienvenue Antonio, et merci beaucoup à l'Institut culturel italien de Lyon et à sa directrice Anna Pastore qui est ici à côté de moi. Ciao, buona giornata. Bonjour Anna. Et nous sommes très heureux que vous puissiez participer à ce grand entretien. Antonio Scurati, vous êtes un romancier déjà connu des lecteurs et des libraires français. Une histoire romantique, déjà, publiée chez Flammarion, portée sur 1848 et sur la rébellion de Milan contre la domination autrichienne. Vous aviez déjà entamé une exploration sur les racines de nos identités historiques, ainsi que sur l'origine de la violence que vous exploriez dans Le Survivant et dans L'enfant qui rêvait de la fin du monde. En 2019, vous avez publié le roman M, l'enfant du siècle, ou le premier tome de ce qui va devenir la trilogie M. Publié en Italie par Bompiani et en France par les éditions Les Arènes, ce livre a remporté le prestigieux prix Strega la même année. Et alors que vous aviez été à 3 reprises sur les listes du Strega pour des livres précédents, ce livre-là a remporté le prix et a eu un très grand succès en Italie. Il a été salué par Roberto Saviano notamment, qui a dit que c'était le livre qu'attendait l'Italie depuis des décennies. C'est un roman hors norme. Il fait 848 pages en français. Il raconte tout ce qui a pu se jouer entre 1919 et 1925 dans la vie de Mussolini. Il utilise une forme qui est très particulière pour nous, lecteurs français, la forme de la non-fiction narrative. Il utilise du document, des éléments factuels, pour raconter un récit réel. Peut-être que ma première question peut porter sur cette forme et sur la démarche qui est la vôtre. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, avec plaisir. Alors, cette forme de narration est née d'un souci, d'une préoccupation éthique et même politique, je dirais même. J'appartiens à ce qu'un ami écrivain italien définit la génération des derniers jeunes gens du siècle dernier. En d'autres mots, je suis née en 1969 et j'ai eu 20 ans à la fin du siècle. Et donc nous avons été
la dernière génération qui a été éduquée, qui a été formée en accord avec les valeurs de l'antifascisme, valeurs militantes même, en tant qu'homme et en tant qu'intellectuel. Dans les décennies suivantes, au début du XXIe siècle, nous avons franchi un seuil historique. L'antifascisme, qui a été le fondement de nos démocraties, de nos républiques, de nos sociétés, historiquement a commencé à passer de mode, en quelque sorte. Malheureusement, et je souligne malheureusement, il y a beaucoup de signes aujourd'hui, beaucoup de symptômes qui nous montrent que l'antifascisme n'est plus une valeur commune et partagée de notre démocratie et de notre République. Donc, c'est pour cette raison que j'ai considéré à l'époque que le moment était venu de faire ce que n'avait jamais été fait auparavant, c'est-à-dire de raconter sous la forme de romans, et on va voir ensuite pourquoi un roman, raconter, disais-je, le fascisme, et en commençant par le fondateur, Benito Mussolini. En effet, en tant qu'intellectuel et en tant que citoyen, je ressentais l'urgence, la nécessité de donner mon apport personnel, selon mes capacités, à la renaissance, à la refondation d'un antifascisme qui ne pouvait plus être celui d'origine idéologique et militante du début du siècle, mais qui devait être basé, fondé sur d'autres bases. Et je crois que la connaissance et la forme littéraire peut être une formidable occasion de refonder les valeurs de l'antifascisme. Mais pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, je voulais éviter à tout prix que ce récit du fascisme, par le biais des fascistes, puisse générer dans le lecteur une forme d'empathie par rapport à Mussolini, ou même de sympathie carrément. Et donc, je me suis dit, tu ne peux pas écrire un roman de fiction en faisant appel à tous les artifices, les ressources, les techniques qui sont à la disposition de la libre invention littéraire. Tu dois être davantage rigoureux. Tu dois adhérer et presque de manière fusionnelle aux faits historiquement documentés. Et de cette manière, j'ai commencé cette démarche pour découvrir et inventer à ma manière une nouvelle forme de roman que j'appelle roman documentaire. Ce livre fait plus de 800 pages, mais dans ces 800 pages, il n'y a pas un seul mot prononcé par les personnages n'a été inventé directement par moi. Il n'y a pas un seul dialogue qui soit inventé. Il n'y a aucune introspection purement imaginaire. Évidemment, j'essaie de restituer le point de vue de Mussolini, son regard sur le monde, et je le fais parler par un discours indirect libre, mais je le fais en utilisant ses propres mots, des mots qu'il a prononcés directement ou qu'il a écrits dans des articles. Donc il n'y a pas un seul personnage inventé, il n'y a pas un seul dialogue qui soit le fruit de mon imagination, il n'y a pas d'événement que j'ai inventé. Est-ce qu'il s'agit d'un roman? Eh bien, je crois bien que oui. C'est peut-être une nouvelle forme de roman. Et donc, je le répète, au début, mon souci principal était de nature éthique et politique. Mais par la suite, cela m'a amené sur un nouveau chemin, une nouvelle forme de narration, de récit romanesque. Merci beaucoup. Et vous avez donc répondu en nommant cette nouvelle forme qui serait celle d'un roman documentaire. Un roman, dites-vous, qui adhère aux faits, mais qui évite l'empathie. Est-ce possible? La fiction, depuis toujours, utilise le vieux mécanisme de l'identification. On ne peut pas lire un roman
ou une fiction sans s'identifier à l'une des voix qui portent cette fiction. Or, vous proposez un roman qui éviterait, dites-vous, l'empathie. S'agit-il d'une écriture qui est volontairement blanchie, lissée, où vous gommez les mécanismes de l'empathie? Comment procédez-vous? Excusez-moi, oui, il y a quelques instants d'attente dû à la connexion. Mais ce n'est pas exactement comme ça que j'ai procédé. Je crois et j'espère que M, l'enfant du siècle, et les autres 2 tomes de la trilogie, et peut-être ils vont d'ailleurs devenir 4. Le 2e a déjà été publié en Italie et va être prochainement traduit. Et donc, je pense qu'ils sont une lecture passionnante. Je ne suis pas en train de parler d'une forme littéraire gelée et aussi pas glaçante, j'espère. Et je ne parle pas non plus d'un type d'écriture vidée qui se vide de son objet, qui dans ce cas est la politique, les luttes historiques et les passions qui sont associées à ces événements. Je parle d'un type d'écriture qui évite certains risques qui sont liés à la transformation en fiction, dans l'imaginaire globalisé contemporain. Et je pense à ce que beaucoup de chercheurs, d'experts définissent l'empathie négative. Donc nous sommes conditionnés dans l'imaginaire mondialisé par des produits, par des séries, une télévision, des films et des livres aussi, pourquoi pas, qui suscite dans le lecteur, dans le spectateur, une empathie négative. Donc, un processus d'identification très inconscient et responsable avec des personnages qui sont représentés ouvertement comme des mauvais, des méchants, des personnes qui se rendent responsables d'actes mauvais. Et les milliers de films sur des gangsters, des criminels, des mafiosi ou des serial killers et ainsi de suite. Qui prennent toute la nature d'héros tragiques. Et donc, il y a une consommation très irresponsable, distraite presque, de médias dans lesquels nous n'hésitons pas à entrer dans une relation empathique avec des serial killers, avec des criminels cruels et féroces, etc. Et voilà. Je ne voulais pas que cela se produise. Je voulais éviter à tout prix que Mussolini, transformé en personnage littéraire, puisse être consommé, entre guillemets, avec désinvolture, avec légèreté, la même avec laquelle on regarde un film sur un gangster ou un serial killer. Je voulais par contre faire ressentir au lecteur les passions bouleversantes, politiques et sociales, ont été suscitées par le fascisme et par ses adversaires. Cette décennie qui ont été marquées par une passion politique. Peut-être nous avons perdu le sens de ce qui s'est passé à cette époque. Et je voulais surtout faire comprendre aux lecteurs, j'espère y être parvenu, que, alors que le socialisme, qui était le grand antagonisme du fascisme à cette époque, a totalement misé sur la passion de l'espoir, le succès et l'ascension au pouvoir par Mussolini était dû principalement au fait que lui qui avait été un des leaders les plus aimés de la frange radicale du Parti socialiste, eh bien, une fois qu'il a été chassé, refusé par ses compagnons, camarades de lutte, il a compris à l'époque une chose
une vérité terrible, mais extrêmement efficace et qui reste valable encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe une passion politique plus puissante que l'espoir, et c'est la peur. Et il a tout misé sur la peur. Il a mené une politique de la peur. Peur de quoi? Peur de l'espoir des autres. Peur de cette révolution socialiste où tous les autres espéraient, comme étant l'occasion de rendre le monde du futur meilleur que le monde du présent ou le monde du passé. Et il s'agit là de l'une des intuitions formidables et scélérates du Mussolini. Les leaders politiques, populistes ou souverainistes d'aujourd'hui exploitent eux aussi cette idée. Il existe une passion politique plus puissante que l'espoir et il s'agit de la peur. Merci beaucoup. Vous avez répondu à ma première question sur la forme tout de suite en parlant d'une mission éthique et politique du roman. C'est le lien entre les différents grands entretiens que nous menons cet après-midi et nous posons à chaque écrivain et à David Grossman juste avant vous tout à l'heure, à Asli Erdogan après vous, la question du rôle aujourd'hui du romancier dans l'espace public. Quel est le rôle pour vous dans votre écriture du romancier dans l'espace public? Est-ce, comme vous venez de nous le décrire, celui d'ajuster l'économie des passions contemporaines, de ramener à la surface une conscience des passions que vous décrivez, celle de la peur, celle de l'espoir et de leurs mécanismes puissants? Allora, sentite, a me, io non vorrei fare torto alla sua domanda che je ne veux pas faire du tort à la question que vous avez posée, qui est très articulée et très intéressante, mais je l'ai entendue de manière très partielle. Hein. Je ne perçois pas, ma connexion ne permet pas une claire compréhension, et puis il y a des bruits autour de moi. J'essaye de répondre, mais c'est vraiment une tentative. J'essaye. C'est une tentative de compréhension de votre question sans l'avoir parfaitement entendue. Eh bien, je crois en la littérature comme forme de connaissance. C'est une forme de connaissance qui n'est absolument pas en compétition, comme certains historiens l'affirment, et qui voulaient absolument affirmer que chacun a un territoire bien établi et doit le respecter. La littérature, c'est une forme de connaissance spécifique qui n'est absolument pas en compétition avec la connaissance historique, scientifique et autres. Mais elle est complémentaire. Elle coopère, collabore. Je n'aurais jamais pu écrire ces romans si je n'avais lu auparavant des centaines d'études historiques sur Mussolini et le fascisme. L'apport, la contribution de connaissance des hommes, du monde, de la vie, de l'histoire, de la littérature ne peut pas être remplacé par d'autres formes de connaissance, parce que la littérature, la vérité se trouve dans les détails, dans les détails qu'un historien considère insignifiants, mais qui au contraire nous ouvrent les portes d'une époque, d'un univers et d'une personnalité. Et je crois, de manière particulière, dans le roman en particulier. Je l'ai compris. Je le savais déjà quand j'étais jeune, mais je l'ai compris quand j'ai écrit ces romans. Le roman a une vertu particulière. C'est la forme littéraire la plus démocratique qui soit. Comme Milan Kundera a dit, le roman est le paradis des individus. Tout le monde y trouve sa place et sa peine et sa joie, qu'il s'agisse
d'inconnus humbles ou des chefs d'État qui ont écrit l'histoire. Ils ont les mêmes droits face à un roman et dans le territoire du roman, dans la démocratie du roman. Et au moment où j'ai décidé que le moment était venu de faire connaître quelque chose de terrible et de séduisant, même justement le fascisme italien, c'est peut-être la dernière grande invention de l'Italie, eh bien, je me suis dit qu'il fallait le faire par un roman. Trop d'Italiens, trop d'Européens, surtout des jeunes, ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui s'est produit il y a 100 ans. Les formes de transmission les plus élevées, les universitaires, les intellectuels ne sont plus en mesure de transmettre cette connaissance. Alors que le roman ne demande pas tes qualifications, ne demande pas ta carte d'identité ou tes diplômes. Le roman appelle tout un chacun à participer, à être partie du règne de la connaissance, quel que soit leur genre, leur âge, leur religion et leur niveau d'études. Et je suis convaincue que les passions que la littérature est en mesure d'évoquer et de susciter dans les lecteurs, les émotions, les sensations, sont en fin de compte toutes au service d'une forme plus subtile, passionnante, et une forme de connaissance qui est plus subtile et qui est passionnante. Je rajoute justement mes observations sur ce que Antonio vient de dire, parce que c'était vraiment le point de vue du lecteur italien que je voulais donner. Il en a parlé, il vient d'en parler. C'est exactement la forme dans laquelle on s'est lancé quand on a lu les deux premiers romans, le M1 et le M2, et par rapport à tout ce qu'on ne savait pas, aux personnages un peu secondaires, aux accidents, aux éléments qui auraient pu changer le cours de l'histoire pour l'Italie, pour Mussolini, pour le fascisme, peut-être de l'Europe aussi, du monde aussi. Et ça, c'est tout ce qu'on trouve en lisant ce roman. Et la deuxième chose, peut-être, c'est une forme, il en a déjà parlé, Antonio en a déjà parlé quand il est venu à Lyon même pour présenter M1 avec le groupe du Premio Strega il y a 2 ans. Et l'attention à l'histoire avait déjà été testée avant M dans le roman que tu n'as pas cité, mais sûrement qui a été un des points de départ de cette expérience de M, qui est les temps meilleurs de notre vie, les tempo migliori della nostra vita, dans lesquels ils s'étaient déjà prêtés à cet exercice dans une forme très, très intéressante qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Et je termine en demandant à Antonio pour quand on s'attend en Italie le M3 et le M4, à ce que je viens d'apprendre. Alors, pour le quatrième, on est vraiment dans on dépend de la providence. Le troisième, par contre, est plus probable parce que j'ai déjà commencé à l'écrire. Mais je viens de commencer, tout juste. Dans la première scène du troisième, nous voyons apparaître Adolf Hitler. Parce que cet événement, cette histoire du fascisme qui, depuis ses origines, depuis le tout début, amène la violence homicide qui est inhérente dans la fibre la plus intime de son essence, va
nous conduire à cette explosion de violence apocalyptique de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je suis aux prises avec ça. La difficulté énorme de raconter les lois raciales, la Deuxième Guerre mondiale et ce qui aurait pu être la fin de la civilisation européenne. Mais je le dis à mes amis français qui ont beaucoup apprécié le premier volume de M. Eh bien, en France, le deuxième doit encore être publié. Mais j'aimerais ajouter un élément. Ce livre a eu beaucoup de succès en Italie. Je ne vais pas vous donner des chiffres, mais en tout cas, c'était un phénomène inattendu et magnifique pour moi. Il est en train d'avoir beaucoup de succès et je crois qu'il a été publié dans 42 pays et il est en cours de traduction. Alors, les seuls qui ne semblaient pas être intéressés au début, c'était la France. Les maisons d'édition principales françaises me disaient « Oui, on nous en a parlé en bien, c'est vrai, mais Mussolini, c'est un phénomène italien, cela n'intéresse que l'Italie. Nous ne pensons pas que cela intéresse un public français. » Jusqu'au jour où cet éditeur prestigieux, mais plus jeune, Les Arènes, que j'aimerais remercier publiquement, m'a envoyé une fiche de lecture magnifique en me disant « Nous tenons beaucoup à publier votre livre, mais nous avions presque perdu l'espoir. On se disait il va être publié dans d'autres pays, mais sauf en France. » Alors que, par la suite, il a été publié, il y a eu une critique littéraire très positive, à tel point que moi, je dois une grande partie de ma formation culturelle à la culture française, j'ai en partie étudié à Paris, j'ai fait un doctorat de recherche, j'ai étudié avec Derrida en particulier, et lorsque la critique sur la première page du Monde des livres a été publiée, comme un jeune de 15 ans, eh bien, je l'ai mise dans un cadre et je l'ai suspendue au-dessus de mon bureau. Et le deuxième volume doit encore être publié avant que je puisse commencer à écrire le troisième. Merci beaucoup. Et les lecteurs français ont hâte de découvrir le deuxième tome. Et comme Anna, je suis très curieuse de savoir jusqu'où va aller le 4. Et Antonio Scurati, le livre est en bonne place dans nos librairies. Ma dernière question porterait sur la réception du livre et nous savons le succès qu'il a eu, mais je voulais vous poser une question plutôt sur vos jeunes lecteurs. Lorsque vous avez reçu le prix Strega, vous avez parlé de dédier ce prix à nos enfants, dans l'espoir qu'il n'ait pas à revivre ce que nous endurions il y a 100 ans. Avez-vous eu l'impression que vos jeunes lecteurs comprennent ce message? Allora, guardi, j'ai toujours pensé, même quand j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, d'être un écrivain qui pouvait être intéressant ou qui pouvait peut-être être considéré un bon écrivain, mais pour un public adulte, trop lourd, peut-être trop contraignant. Moi, je suis professeur, je suis enseignant. Quand on me demande quel est mon métier, je dis toujours enseignant. Et au fur et à mesure que les années passaient, et que le temps passait, je me suis rendu compte du nombre de choses que nous n'arrivons pas à transmettre à nos enfants et à nos étudiants. Et avec mes collègues, on se reproche souvent que nos étudiants ne sont pas suffisamment au courant. Et puis, en fin de compte, si nos jeunes ne savent pas certaines choses, c'est parce que nous ne les avons pas apprises. Et donc, j'ai commencé à écrire des romans en pensant aux jeunes, chose que je ne faisais pas auparavant. Et si je nomme un écrivain comme Cesare Pavese, par exemple, je ne considère pas qu'il est évident que mon public le connaisse. Et donc, je m'impose d'expliquer en quelques lignes qui était Cesare Pavese, parce que je pars de l'idée que mes étudiants ne le connaissent pas.
Et lorsque quelqu'un remarque que dans mes romans, il y a un côté pédagogique, eh bien, j'en suis content, je m'en réjouis. Contribuer à l'éducation des jeunes me paraît fondamental. Et en fin de compte, j'aimerais ajouter ceci. Si l'on pense aux jeunes, quand on écrit, les jeunes nous lisent, en fait. Alors, nous avons passé les 20 dernières années... Ah, je l'ai perdu. En nous disant qu'on ne sait pas écouter les jeunes. Mais tant pis, le problème c'est que nous n'avons rien à dire à ces jeunes, nous n'avons plus rien à leur dire. Le problème c'est, avons-nous quelque chose à dire? Avons-nous quelque chose à transmettre aux jeunes? Alors faisons-le. Et puis ils vont en retirer ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse, ce qui les touche. Et incroyablement, beaucoup de jeunes, même très jeunes, lisent ce volume, plus de 800 pages. Je vais devoir vous quitter bientôt parce que le restaurant va fermer. J'ai reçu beaucoup de mails de mes lecteurs. Les deux plus beaux messages viennent d'une dame de 87 ans qui me dit « Professeur Scurati, je souhaite vous remercier parce que j'ai vécu ces événements dans mon enfance, j'étais très jeune, ce sont des sensations, des souvenirs de famille, et comme dans ma vie, je n'ai pas pu faire d'études, je ne pensais pas pouvoir en acquérir une connaissance précise, et grâce à votre livre, j'ai réussi à le faire. » Un autre message est celui d'un étudiant d'histoire de 20 ans qui m'écrit « Cher professeur Scurati, je suis dans la queue, j'attends de passer l'examen d'histoire contemporaine. Je suis impatient d'en avoir fini pour pouvoir me remettre à lire votre roman. » Eh bien, la chose que nos jeunes doivent comprendre, et ils la comprennent, c'est que la démocratie n'est absolument pas acquise une fois pour toutes. On ne doit vraiment pas la considérer comme un phénomène qui est acquis une fois pour toutes. La démocratie, c'est une expérience magnifique qui est arrivée tard dans l'histoire de l'humanité. Et si elle existe, c'est parce que des femmes et des hommes ont lutté pour elle. Et si elle continue d'exister, c'est parce que d'autres femmes et d'autres hommes vont lutter pour la maintenir. La lutte pour la démocratie n'est pas terminée. Merci beaucoup, Antonio Scurati. Et sur ces mots et sur la leçon très forte de l'apport de la fiction et du roman documentaire pour une meilleure connaissance de l'histoire, une meilleure connaissance de nos passions politiques, de la peur, de l'espoir qui anime nos sociétés. Merci beaucoup pour ce premier tome déjà en français. Nous attendons le deuxième, le troisième et le quatrième. Nous espérons aux éditions Les Arènes et nous remercions aussi le patron du restaurant qui vous a accueilli pendant l'espace de cette conversation. Merci beaucoup d'avoir été présent parmi nous. Merci, bon voyage. Ciao, grazie a voi. Merci à vous. Merci et vous trouverez les livres à l'espace librairie à l'étage.